Molt bé, doncs molt bona tarda a tothom. Gràcies per estar aquí després d'un dia, suposo, de molta feina, oi? Mireu, aquesta tarda tenim el Joan Pubill Brugués i ara us el presento. Mireu, ell és doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona, va matricular-se al grau d'Història el 2010, es va graduar el 2014 i va inscriure's al màster d'Història Comparada, Política i Social. A partir d'aleshores va emprendre els estudis doctorals amb una tesi que la va titular Mort a la modernitat, la trajectòria inconformista de Georges Valois de la crisi finisecular al feixisme, 1878-1928, que va llegir a l'octubre del 2020, o sigui, fa molt poquet, sota la direcció del doctor Ferran Gallego. Actualment és investigador postdoctoral Margarita Sales a la Universitat d'Avinyó i Universitat Autònoma de Barcelona. La seva recerca tracta sobre la relació de les cultures polítiques amb la crisi de la modernitat i més específicament sobre la gènesi de la cultura política contrarrevolucionària i la crítica a la política. Alguns dels seus estudis han estat publicats a revistes com Història Contemporània, Història Constitucional, Cercles o Afers i també a capítols de llibre d'editorials com Marcial Pons, Peter Lang o Dickinson. Actualment, la seva recerca pretén reflexionar sobre l'existència d'una cultura política antiparlamentària des d'una perspectiva transnacional. Quan tu vulguis, Joan. D'acord. Molt interessant. Bueno, si després potser algú et pot demanar que li passis algun article teu. Sí, tant. I tant. Encantat. Perfecte. Je veux remercier Anne et Michael d'avoir m'invité pour partager avec vous les fruits de ma recherche. Même s'il y a une galaxie de recherches qui précède mes travaux, l'historiographie a négligé Valois, qui a eu du mal à se faire une place dans le livre. Cette tendance, adoucie les dernières années, a demeuré une constante jusqu'au point où sa dimension historique reste encore dans l'ombre d'une incommodité qui les permet encore de l'aborder avec naturalité. Et la raison est simple. Il y a du mal dans l'historiographie française à parler du fascisme français. Je me propose, dans cette conférence, de reconstituer une controverse académique de très longue durée par moyen des difficultés pour insérer Georges Valois, le fondateur en 1925 du faisceau, les premiers partis fascistes en France, et résistant mort dans les champs nazis de Bergen-Belsen en 1985 dans des études sur le fascisme. La polémique dans laquelle l'épisode que je vais traiter s'inscrit, polémique franco-française mais aussi internationale d'un demi-siècle, porte sur l'existence en France au XXe siècle de quoi que ce soit, doctrine, programme, mouvement, événement, régime, que l'on puisse rapporter au fascisme. Cela fait bel et bien plus de 70 ans de controverse, car il faut remonter en 1950 pour en trouver l'amorce et l'origine. Dans les limites de cet exposé, je m'attacherai toutefois à une esquisse de cette interminable controverse afin de situer mieux l'importance de Georges Valois entre l'affaire Dreyfus jusqu'à la disparition du faisceau en 1928 afin de réfléchir sur les origines et la nature du fascisme français. En 1954, l'encore jeune René Raymond, qui va devenir le mandarin tout puissant de l'histoire politique de la France et presque régner sur la discipline par l'entremise de deux générations d'élèves respectueux et prudents dans la critique de ses idées, publie une étude appelée à devenir un des livres au programme des grandes écoles jusqu'aujourd'hui. Cet ouvrage va fixer pour longtemps les cadres obligés de la recherche hexagonale. La droite en France prétend s'emparer de l'histoire politique de la France sur un siècle et demi, de la Restauration à la Quatrième République, et de rendre raison de sa dynamique, ou plutôt de sa persistance, en cherchant à faire apparaître ce que Raymond postule comme une continuité chronologique d'une tendance de l'esprit français. Raymond souligne que la droite française n'est pas eu et ne fut jamais homogène. Il la classifie selon trois typologies: une droite légitimiste ou ultra-royaliste, une droite orléaniste ou libérale, et une droite bonapartiste ou autoritaire. Ces trois droites sont des vecteurs immutables et essentiels,
car l'histoire politique française n'est qu'une histoire des amendements, des réflexions, des coalitions et des adaptations aux conjonctures des centre-droite. Selon ce point de vue, le nationalisme militariste, xénophobe, antisémite, virulent et subversif n'est qu'une expression et un mélange des droites classiques qui n'a rien à voir avec le fascisme. En effet, le fascisme est demeuré un phénomène étranger à la France. La France, répéteront inlaisablement ses disciples, a été allergique au fascisme. Le fascisme, s'il s'en trouve des traces entre les deux guerres, fut un phénomène d'importation. La France, pour tout dire, a intégralement échappé au fascisme. Raymond étayait sa thèse en le pourvoyant d'une explication en forme d'acception française éclatante. Si la France fut seule en Europe allergique, encore faut-il expliquer cette immunisation. Les raisons de l'immunité se trouvent, selon les politologues, dans la victoire de la Première Guerre mondiale. La France n'entraînait pas ce sentiment d'humiliation qui alimente les nationalismes italien et allemand. Elle n'a pas non plus des revendications territoriales avortées, ni des projets expansionnistes. En outre, la crise de 1929 a touché la France plus tard et moins durement qu'en Allemagne. De notre côté, la France bénéficie en quelque sorte d'une paysannerie et d'une petite bourgeoisie attachée aux routines et aux traditions et peu portée aux aventures idéologiques. Et finalement, la société française a une longue pratique de la démocratie qui s'est enracinée en un mode de pensée. Ceci demeure spécialement intuitif. Il faut noter que dans cette vision idéale, les droites jouent un rôle de tampon. La force et l'énergie des droites classiques ont privé l'essor et la montée du fascisme. Dans ce cadre interprétatif, Georges Valois n'est qu'une anecdote. René Raymond lui a consacré que des mentions concises où il le qualifiait comme l'un des émules ou imitateurs de Mussolini. À son tour, Paul Celan y fait faiblement référence dans un romantisme fasciste, en le considérant toujours comme un élément comparatif et auxiliaire pour pondérer la conception politique et la posture des tiers. Il est encore plus absent de l'histoire des idées politiques de Jean Touchard, une ambition manuelle sur la pensée depuis les siècles des Lumières jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale. La raison pour laquelle une personnalité de sa catégorie, économiste réputé dans les cercles d'extrême droite, ex-combattant décoré, leader du premier parti fasciste et éditeur de renom, a fait l'objet d'une telle méconnaissance, s'explique par l'itinéraire du personnage lui-même, à première vue aussi fluctuant qu'incommode. Jules Lévy affirmait que l'un des motifs de poids était le fait que son cas représentait un embarras politique pour les Français, car s'il est issu des traditions culturelles françaises d'origine, admettre ces références fascistes serait plonger des 10 ans l'histoire du fascisme français et admettre que le fascisme n'est pas tout à fait la porte étrangère. Pour cette raison, suivre la trace de la représentation de Valois dans l'historiographie française revient à évoluer sur un chemin tortueux. L'émotisme français autour de la figure de Valois contraste avec des travaux internationaux. 5 ans plus tard, David Arthur Rogers a consacré un chapitre à l'examen des tentatives de la représentation professionnelle qu'il a mené à Vienne en tant que membre de l'Action française pendant les campagnes des États généraux en 1923. Michael Curtis, dans A Threat Against the Third Republic, l'ombre de Valois survole les chapitres d'une des études les plus significatives sur les positions antirépublicaines à l'œuvre du XXe siècle. C'est à partir des années 60 qu'il a commencé à récupérer sa place dans diverses sources historiographiques. Une série de recherches sur l'Action française, la Ligue royaliste où Georges Valois milita, réalisée au sein de l'historiographie anglo-saxonne, a aidé à les sortir de l'anonymat. Les travaux de Samuel Osgood et Eugene Weber insistaient sur la singularité de sa pensée et révélèrent le rôle prépondérant qu'il a joué au sein de la formation en raison de sa pensée originale. Dans la même décennie, on assiste à une timide récupération de la valeur historique de Georges Valois dans l'historiographie française. D'un côté, afin d'en finir avec l'étrange silence qui s'est fait aujourd'hui sur Georges Valois, Jean Plumier et Raymond Lasserra ont réalisé dans le fascisme français
une petite radiographie de la trajectoire du leader du faisceau à travers des fragments de ses productions intellectuelles. Les deux communistes ont établi l'image grâce à laquelle le leader du faisceau est devenu célèbre dans l'historiographie française. Un personnage avec une importance sans doute relative dans la vie politique, mais considérable en ce qui concerne l'étude des idéologies. De l'autre côté, Yves Guichet s'est également fait écho, la même année, de l'étrange silence qui enveloppait l'ex-combattant. En une trentaine de pages où il suivait les parcours idéologiques depuis l'enfance jusqu'à sa mort dans un camp nazi, il a fourni la première construction complète de l'itinéraire politique du personnage. Comme il annonçait clairement, l'objectif de l'étude qu'il publiait non pour objet que de trouver un silence trop parfait pour n'être dû que la médiocrité de la pensée des Valois et à l'absence d'intérêt historique du rôle qu'il a joué entre les deux guerres. Les travaux des historiens français ont servi de répulsif à une série de recherches qui se sont évertuées à restituer sa figure historique par la réflexion sur les aspects singuliers de son parcours intellectuel. Toutefois, les sols de l'historiographie française restaient cependant imperturbables à cette approche. Les petits manuels que Philippe Machefer, professeur de l'Université de Paris-Nantais, a publiés peu après sur le mouvement fasciste français et dans lequel il s'est limité à décrire les façons comme les premiers mouvements influencés par le fascisme italien, démontraient qu'il n'y avait pas eu de grandes avances depuis l'œuvre de Plumière et Lassière. Faisant un panorama si inégal, Douze Lévy regrettait le fait que Valois n'a pas encore trouvé son historien. Les supplications de Lévy ont trouvé leur réponse 2 ans plus tard de la part d'Yves Guichet avec Georges Valois, l'Action française, les faisceaux, la République syndicale. Cette recherche a marqué sans aucun doute un avant et un après dans la connaissance sur la dimension intellectuelle de celui qui a fondé les premiers mouvements français, se décrivant comme fasciste. Fruit de la dissertation du 3e cycle doctoral, Guichet poursuivait l'objectif ambitieux qu'il avait soulevé dans son article plus de 10 ans auparavant, donner à connaître au monde académique français celui qui avait jusqu'alors été un personnage complètement oublié. Dans cette première biographie complète sur le personnage, il développait les points essentiels de son parcours intellectuel à travers les divers terrains de bataille sur lesquels il avait combattu. Le grand mérite consistait à mettre en ordre les diverses mentions des entreprises et propositions théoriques qu'il avait développées depuis la désillusion républicaine jusqu'à la participation à la résistance. En effet, la vertu de la recherche de Guichet consiste à la vision d'ensemble sur les virages politiques et l'évolution idéologique d'un individu qui ne pouvait pas être considéré que comme un aventurier opportuniste aux yeux de certains. Selon ses propres mots, c'était le moment de dresser un premier bilan. Mais la redécouverte historiographique de Georges Valois est principalement due à la droite révolutionnaire de Zef Starnel. Fruit d'une recherche ambitieuse et transgressive publiée par la maison d'édition française Seuil, l'étude est encore aujourd'hui à l'origine des débats brûlants dans le monde académique français. Comme il l'a remarqué dans la préface, l'objectif du politologue irréalite était de traiter les perdants de l'histoire, de redécouvrir des idéologies, des mouvements, des hommes tombés dans l'oubli, rejetés ou ensevelis par une historiographie qui, beaucoup trop souvent, a été celle des vainqueurs. Parmi les personnalités oubliées dans le marasme intellectuel qui a vu le jour entre 1890 et avant la Première Guerre mondiale, qu'il a défini comme droite radicale ou droite révolutionnaire, Georges Valois occupait une place de choix particulière. Connaisseur du travail de Guichet, Starnel développait les idées qu'il avait énoncées dans un article antérieur où il explorait la tradition fasciste française. À partir de la définition que le leader du faisceau a donnée de l'idéologie fasciste en 1926, en tant que synthèse entre le socialisme et le nationalisme, Starnel cautionnait la thèse transgressive sur les origines françaises du fascisme, par laquelle il voulait contester une académie française partageant la vision de Raymond. De cette manière, la création du faisceau ne vient pas seulement assurer la continuité idéologique du fascisme français
ou mettre en valeur sa filiation intellectuelle, spécifiquement française. Elle est aussi une manifestation de la pérennité d'un processus dont on discerne parfaitement les mécanismes de la fin des années 80. Cette perspective nouvelle a stimulé des ouvrages sur la constellation ouvriériste antilibérale de l'avant-guerre. Dans cette ligne, Paul Mathgaille a dissipé certains des préjugés qui existaient dans l'historiographie française en revalorisant la pensée valoisienne. L'éclosion de Valois dans le domaine historiographique s'est produite dans les années 80, alors que des académiciens anglo-saxons ont pleinement participé au débat initié par Esternel au sein de l'historiographie française. Au début de la décennie, Allen Douglas a examiné dans un article un aspect concret de l'expérience fasciste valoisienne, la relation du faisceau en tant que parti fasciste avec la violence. Douglas a largement utilisé du matériel d'archives, provenant surtout des sources policières, pour expliquer que la relation existait entre les faisceaux et la violence politique, et pour décrire comment son président quichotesque a tenté d'organiser un mouvement de masse fasciste. Le point d'inflexion est arrivé avec une nouvelle publication d'Esternel. Aussi iconoclaste que la publication précédente, ni droite ni gauche, considérait les faisceaux comme la nouvelle tentative de synthèse national-socialiste, ce qui, en dépit de son caractère éphémère, présentait un intérêt aussi considérable parce qu'il s'agit déjà non plus de théorie politique pure, mais de la mise en action de cette théorie. Au milieu du climat de révolte qu'avait généré l'ouvrage, Robert Soucy a publié French Fascism, The First Wave, dans l'étude comparée de diverses formations d'extrême droite, la Légion, les Jeunes Patriotes et les Faisceaux, en tant que représentants du fascisme français. Quelques chapitres ont été consacrés à l'itinéraire si singulier du dirigeant du Faisceau, afin de mieux situer sa pensée. L'œuvre, traduite 3 ans plus tard en français, a ravivé les débats. En revanche, dans ce qu'il voulait être comme une réponse à toutes les approches des historiens étrangers, l'historien français Pierre Milza a décrit les faisceaux comme une des formations fascistoïdes de l'entre-deux-guerres et il s'est référé à son chef comme un Maurasien de roche, pas fasciste. Deux ans après la sortie de l'édition actualisée de la biographie de Guichet, Allen Douglas a présenté son étude From Fascism to Libertarian Communism, George Valois Against the Third Republic. L'ouvrage, fondé sur sa recherche doctorale, a représenté la seconde et dernière biographie sur la trajectoire vitale du fasciste français. À la différence de Guichet, Douglas a exhaustivement utilisé les sources documentaires des archives nationales de la préfecture de police de Paris et d'interviews avec les fils de Valois, pour fournir une dimension plus intime et personnelle du personnage qui lui permette de reconstruire les expériences vécues qui l'avaient amené à une telle trajectoire en zigzag. Bien que le travail prenne en considération l'ensemble du parcours idéologique des Valois, l'œuvre se focalise sur le sens et l'unité du passage exceptionnel du fascisme au communisme libertaire. Pour cette raison, la période postérieure à 1928 est traitée d'une manière plus attendue et détaillée que dans les biographies de Guichet ou que dans le chapitre de Soucy. Malgré les efforts extérieurs pour restituer la figure de Georges Valois dans les débats autour du fascisme français ou le fascisme en général, pour certains secteurs célèbres de l'historiographie française, le Valois et le fascisme français constituent encore un cas anecdotique, marginal, qui ne mérite guère une perspective d'analyse qui n'est pas beaucoup changée. Le consensus historiographique français s'est noué autour de la thèse de l'immunité. En même temps, les difficultés académiques sur Valois ont été accompagnées d'une nouvelle revendication de la part des cercles d'extrême droite, avec Jean-Claude Vallat et Alain Devenois comme des figures de proue. Toutes ces vicissitudes font dire à Jean-Claude Drouin que Georges Valois n'est pas un inconnu, mais plutôt un méconnu, définition qui reste aujourd'hui d'une cruelle actualité. Alors, comment sortir du dialogue des sourds
actuelle qui s'est imposée dans l'historiographie autour du fascisme français, donc autour de Valois. Pour dépasser ces limites, on propose une interprétation holistique de la pensée du personnage, capable de dépasser les visions tranchées. C'est-à-dire situer la pensée fasciste comme un produit idéologique né dans l'extrême droite. La biographie de Valois alimentait l'idée que le fascisme est une scission hétérodoxe de la roche, le résultat d'un socialisme mal entendu. Benito Mussolini, ex-socialiste, sert de modèle à cette thèse. Néanmoins, le cas italien est loin de fournir un miroir. Précisément, le parcours de Georges Valois offre des évidences pour penser autrement en toute sécurité. Excusez-moi, attendez s'il vous plaît. Alors, les problèmes historiographiques sur Georges Valois se trouvent dans un itinéraire complexe. Fils d'une famille de classe moyenne et laborieuse, élevé par sa grand-mère et son épouse, Alfred George Grayson a commencé son parcours politique dans le républicanisme opportuniste. Fasciné par son beau-grand-père, le jeune Grayson a trouvé dans les valeurs du républicanisme libéral un modèle d'agir. L'effort personnel comme moyen pour réussir dans l'échelle sociale est devenu sa devise. Pendant la vague boulangiste et antiparlementaire de la fin du XIXe siècle, il a défendu à l'école l'intégrité des hommes politiques au gouvernement des diatribes de corruption. Néanmoins, l'attitude de son tuteur à l'égard de son éducation lui ont causé une profonde déception. En face de ses volontés pour étudier, son beau-grand-père voulait qu'il travaille et se gagne sa vie. Une mauvaise expérience à une école technique provoqua le ressentiment du jeune vers les bourgeois et les maîtres socialistes qui prêchaient ce qu'il regarda comme les mensonges du régime républicain. Seulement les riches ont le droit à étudier. Alors, le jeune Grayson décide de se faire anarchiste. Il fait connaissance de jeunes ardents ouvriéristes, mais il aussi se trouve des bohèmes, des déclassés, des champions hypocrites des causes sociales. Dans cette époque, l'affaire Dreyfus éclate. Les calomnies et les procès contre les capitaines juifs accusés d'autres raisons déclenchent une vague d'indignation et divisent la société française. Les mouvements ouvriers, les anarchistes y compris, deviennent des partidaires de l'innocence d'Alfred Dreyfus avec l'espoir de profiter de l'indignation sociale et civile pour améliorer le régime et fonder une vraie république sociale. Néanmoins, les espoirs furent vite déchirés. Les chefs et leaders des fusards se sont révélés comme des meneurs ou des démarreurs sans une volonté réelle de transformer la société, mais de gagner des postes à l'université ou de devenir des députés. Déçu, Grayson décide de quitter la France. Il y devient le précepteur de l'héritier d'une famille russe. À l'Empire tsariste, Grayson prend conscience de son identité nationale française et du mauvais effet qu'il a eu à faire dans la vie nationale du pays et dans l'image internationale de la France. En 1904, après son rentrée à Paris, il commence à travailler comme éditeur chez Armand Colin. Il décide de s'éloigner donc de ses amitiés anarchistes et se concentre sur le seul aspect qui n'est point entaché par la politique, la vie syndicale. Il s'engage à la formation d'un syndicat, mais des étranges manœuvres les laissent écurés. Au climat de la victoire des candidats dreyfusards aux élections législatives, les gouvernements radicaux socialistes montent une campagne pour rééditer les livres scolaires. Grayson perçoit donc que la décision du gouvernement vise à bénéficier quelques maisons d'édition juives et francs-maçons et favorables à l'idéologie dreyfusarde. Cette nouvelle déception le conduit au rivage de la pensée antilibérale. Il embrasse la foi catholique, inspiré par sa grand-mère, une chrétienne pieuse. En 1905, il rédige L'homme qui vient, où il manifeste sa haine contre les profiteurs socialistes et les grosses bourgeois qui jouent à l'international. L'ouvrage est publié l'année suivante chez la Nouvelle Librairie nationale, maison d'édition de la Ligue royaliste à l'Action française.
Alors, Grayson change sa signature et adopte le pseudonyme de Georges Valois. L'adhésion en 1906 marque un tournant très important non seulement dans son parcours, mais dans l'histoire des idées politiques. Valois entre dans la formation un mouvement où l'Action française cherchait de gagner l'ensemble du mouvement ouvrier dessous avec la politique des fusardes. La Ligue de Charles Maurras tentait diverses approximations pour y réussir. Les journées de Pierre Vietri, l'achat du journal La Libre Parole d'Édouard Dumont, la collaboration avec la revue L'Accord social, ou l'inclusion dans son journal de commentateurs et polémistes ou publicistes corporatistes. Avec la réception des Valois, la Ligue gagne une tradition connaisseur du mouvement ouvrier. L'année après de son incorporation, Valois publie La Révolution sociale ou les rois, où il veut montrer aux ouvriers que la vraie révolution ne peut être séparée de l'idée d'une monarchie sociale. Après, afin de divulguer ses idées sur l'honneur du roi du travail, il s'efforce d'enquêter diverses figures syndicalistes et révolutionnaires. La conclusion montre les débuts du mouvement ouvrier, mais les forts sentiments anti-républicains ou anti-parlementaires n'impliquent pas une acceptation de la monarchie. Ces résultats n'aboutiront donc à gagner l'ensemble des ouvriers. Cependant, l'enquête montre aussi la concomitance intellectuelle à gauche et à droite de l'antilibéralisme. En conséquence, Valois organisa divers projets intellectuels pour renforcer cette porosité avec des syndicalistes révolutionnaires tels que Georges Sorel ou Édouard Berthe. Cette jonction est l'origine de ce que j'appelle la culture politique de la contre-révolution, c'est-à-dire un espace intellectuel antilibéral d'encontre entre des traditions de gauche et des traditions de droite. Valois, nationaliste mais aussi syndicaliste de formation, représente cette identité politique nouvelle. La Grande Guerre a mis fin à l'expérience du cercle Proudhon, laboratoire d'idées de cette jonction entre 1911 et 1914. Après la guerre, il mérite la Légion d'honneur. En tant qu'ex-combattant, Valois alors a connaissance de l'importance de la hiérarchie et de la fraternité des camarades en armes. L'idée du suffrage lui paraît artificielle, un mensonge métaphysique. Alors, il fonde la Corporation de l'intelligence et la production française en 1920, une institution corporative pour faire face au refoulement de l'économie après la guerre. Avec la CIPF, Valois cherche à rassembler les ouvriers et les chefs d'usine afin d'éviter des confrontations de classe et un éclat en France d'une émeute populaire comme l'insurrection russe. À côté de la corporation, il encourage une campagne antiparlementaire en 1923. Malgré l'échec, la campagne pour les États généraux avait le but d'organiser la nation selon les vrais intérêts des producteurs et éviter la politicaillerie de la Chambre des députés. En même temps, il voit dans les anciens soldats la gêne historique des temps modernes. Avec l'éruption de la Légion ou la jeunesse patriote, Valois vise à dynamiser une ligue royaliste en phase de formation concurrente. Dès 1919, l'Action française a une représentation au Parlement parmi l'élection de Léon Daudet. Une tendance qui finit avec un fiasco majuscule en 1924. Valois, conscient des périls de la voie parlementaire et de l'embourgeoisement de la Ligue, conçoit le livre La Révolution nationale. Cet ouvrage est la première contribution théorique française à la pensée fasciste. Il faut noter que Valois propose cette révolution en tant que membre de l'Action française et pour renouveler l'esprit contre-révolutionnaire de la Ligue. En ce sens, la pensée de Valois ne diffère des notions défendues antérieurement. La séparation de l'Action française en août de 1925 s'exprime pour une question économique. Le projet de Valois coûte très cher. Finalement, Valois lance son parti fasciste, les Faso, à la fin de l'année, détaché de la Ligue monarchiste, mais en suivant les schémas idéologiques conçus en 1924. La première manifestation d'un parti fasciste en France permet de tenir compte de quelques considérations.
Premièrement, il n'y a eu pas une coupure dans les pensées de Valois. Les projets du mouvement fasciste sont des viteurs de la CIP et du mouvement pour les États généraux. Il y a notamment une continuité qu'il faut retenir. Secondement, la volonté d'attirer les masses ouvrières n'est pas nouvelle. Même avec des divergences notoires, l'expérience du siècle Proudhon servait de précédent. En dernier lieu, Valois jamais s'est détaché du champ politique de la droite. Il y a toujours eu la volonté de fédérer les formations et les ligues d'extrême droite ou non conformistes. Pour conclure, c'est important de ne pas oublier que pour comprendre sa valeur historique, il faut placer son récit biographique en face de l'histoire en majuscule. Seulement dans cette perspective, Georges Valois se révèle comme la cheville ouvrière de la contre-révolution française. Il apparaît comme une acheteur des tendances idéologiques. Sa capacité pour être toujours à l'avant-garde est un trait qui s'explique par une formation vitale qui bouvait de la majorité des courants idéologiques de son temps. Ces barrages pluriels qui expliquent la nature hétérodoxe et la classification aussi difficile de ses projets est au cœur de sa réussite historique en tant que modeleur, promoteur et puis dynamiseur de la culture politique contre-révolutionnaire pendant 1907 et 1928. En conséquence, l'approximation de Georges Valois comme l'homme qui fut la contre-révolution permet d'intégrer les théoriciens monarchiques, les néocorporatistes techniques et les chefs fascistes dans un cadre interprétatif harmonique où les engagements successifs des Valois sont toujours au service de l'utopie d'une république au sens premier du mot, véritablement sociale avec une carrière ouverte au talent. Pour finir, on peut penser que l'échec du faisceau, parti avec des problèmes sérieux à partir de l'été de 1927, à cause de troubles dans son sein, a marqué l'échec de l'expérience fasciste en France. Rien n'est aussi loin de la réalité que cette généralisation. L'âge du fascisme arrive à la décennie suivante, à cause du crash boursier de 1929. Le fascisme italien, donc, est plus une exception qu'une norme. Valois, toujours associé à sa réussite fasciste, a une chute du franc. Malheureusement pour lui, la chute arrive quand son parti est en banqueroute. Merci de votre attention. Je pense que peut-être il y a beaucoup de temps libre pour faire des questions. Je pense que peut-être un petit débat sera plus intéressant. Donc, je suis ouverte à des questions, à des doutes. Si vous voulez poser des questions sur quelque aspect que commenter ici, je suis ouverte à répondre à toutes les questions, bien sûr. Vols deixar de compartir, Joan, que així potser ens veurem millor tots. Vale, perfecte. Un moment que deixo de compartir doncs la pantalla. Millor així? Sí, molt bé. Sí? D'acord. Ningú s'anima a fer alguna pregunta, alguna cosa que no s'hagi entès? Ara parlo en francès o ara és en català el debat? Com? Espera't, Miquel Àngel, que el tens apagat, el micro. Oui, en principe, les professeurs, s'ils posent des questions, ils vont les poser en français, je crois. Ah, d'accord. Super. Le sujet est tellement spécialisé que je ne sais pas si les profs vont intervenir. On peut discuter sur le fascisme français en général si on
si on veut, mais aussi ma idée à l'origine a été de suivre un peu les parcours de Georges Valois, qui reste encore méconnu et il est aussi ignoré dans l'historiographie en général, pas seulement française, mais aussi en général. Et donc voir avec ces parcours très intéressants que vraiment les origines du fascisme. On s'imagine les fascismes peut-être comme une scission, comme une pensée hétérodoxe du socialisme à l'égard de Mussolini au cas italien. Mais bon, on peut ici voir que le fascisme a des origines solides dans l'extrême droite. Bien sûr qu'il y a une rhétorique, même un langage, un vocabulaire révolutionnaire, mais tout ce barrage révolutionnaire signifie un barrage anti-moderne, un barrage contre le capitalisme, contre l'ordre libéral, contre la démocratie. Donc on peut être agressif, on peut être virulent contre la démocratie. Il ne faut pas être un Lénine ou un Che Guevara, on peut être aussi un Hitler, un Mussolini. Donc cette idée, je pense que pouvoir l'exprimer ici, c'est génial parce que je pense que cette idée est aussi conceptuellement, hétéroguement, cette idée est lourde. Parce que quand j'expose cette idée dans des débats scientifiques ou des discussions avec d'autres collègues, il y a l'idée que, d'accord, révolutionnaire signifie aller auparavant, aller en face de quelque chose, détruire pour construire. Donc, la contre-révolution signifie aller au passé, être réactionnaire, immobiliste, conservateur. Et je pense que cette pensée est un peu stérile, parce que précisément, voir dans les fascismes une idéologie contre-révolutionnaire avec une volonté claire de construire ce qu'on appelle un ordre nouveau, un nouveau État supéré et aller au-delà du régime bourgeois, précisément montre qu'il y a une séparation intellectuelle, idéologique, même de culture politique, avec l'antilibéralisme plus légitimiste, plus traditionnaliste, plus conservateur. Valois jamais s'imagine un régime fasciste féodale ou avec une monarchie du XIIe siècle. Pas Valois, mais même Maurras ou même ses camarades de l'Action française, ils sont aussi des modernes antimodernes. Et cette modernité antimoderne, Valois, ça l'emporte jusqu'au fascisme. Donc il y a vraiment une continuité, une cohérence dans l'espace contre-révolutionnaire. Et je pense qu'il faut analyser, comprendre et examiner le fascisme comme une nouvelle tradition antilibérale née dans cet espace, dans cette culture hétérodoxe contre-révolutionnaire. Bon, c'est ma thèse et je pense que je pense que c'est une thèse brillante, super, mais bon, il y a aussi on peut discuter tout ça vraiment parce que c'est vrai que les modèles français, comme j'aime à répéter, les modèles français servent à la France. Donc les modèles du fascisme italien servent à l'Italie. Il faut donc voir, selon mon point de vue, c'est très important avoir donc des notions sur qu'est-ce qui se passe à l'étranger pour bien comprendre et mieux comprendre et pour mieux réfléchir sur ce qui se passe ici.
Donc, on peut porter, si vous voulez, les débats du fascisme français, on peut porter ici sur les débats du fascisme espagnol, peut-être, parce que c'est vrai qu'on pense sur le fascisme espagnol que vraiment le franquisme a été fasciste, presque fasciste. Il y a eu des fascistes dans le régime, mais bon, il a été auxiliaire. Bon, tous ces débats, donc, faire un code d'œil à l'extérieur, je pense qu'aide beaucoup à comprendre des situations et des contextes nationaux que je pense que, bon, avoir un pied ici, un autre pied là, je pense que c'est super. J'aime bien faire ce type de réflexion. Mhm. Je vois qu'il y a Mireia Midjavila qui veut intervenir. Oui, bonjour, c'est moi. Bonjour. Merci, Joanne, de votre exposition. C'est différent. Et la question que je voulais vous poser, c'est par rapport à maintenant, à l'actualité en France. C'est-à-dire si votre théorie, votre thèse continue exactement égale, a un sens sur l'actualité. D'accord? Parce que l'idée de regarder en arrière pour construire une nouvelle France ou différente, je crois que c'est presque pareil maintenant. Mais je vous pose la question parce que c'est vous qui avez construit la thèse. Donc, merci pour la question. Bon, c'est vrai qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une coupure évidente. Les fascismes allaient d'être une option. Il allait d'être vraiment oui, un choix politique et idéologique. Donc, même les fascistes qui ont survécu la guerre, ils se sont situés à la droite de l'échiquier politique. Ils ont joué même un rôle dans les parlements. Ils ont laissé toute cette banalité, ambition totalitaire et virulente, et ils se sont adaptés au nouvel âge. Bref, c'est vrai que maintenant il y a une montée du populisme, ou ce qui s'appelle néopopulisme. Il y a des sociologues, des politologues qui ont appelé ces phénomènes historiques actuels de illibéralisme. Bon, je pense que c'est un concept que cache un peu cette idée de la contre-révolution. Donc, je pense que pour comprendre bien l'actualité, il faut bien comprendre le passé, bien sûr. Mais les noyaux du problème, selon mon point de vue, c'est que, par exemple, quand on analyse quelque histoire, surtout sur le fascisme, vraiment, le fascisme a été une menace, un péril. Le péril fasciste des années 30, des années 40 a été réel. D'accord. Je pense que c'est une obviété que tout le monde peut partager ici. Mais, curieusement, quand on analyse le fascisme dans le domaine des sciences sociales, il y a une obsession pour trouver la pureté, les fascismes purs. C'est-à-dire, dans un grand mouvement de masse, à la fin, peut-être, on arrive à la conclusion que, OK, il y a eu un grand mouvement de masse, mais seulement il y a eu 100 fascistes qui peuvent répondre à la typologie du fasciste. Donc, on se trouve qu'il y a eu historiquement un péril fasciste, mais l'historiographie ou la sociologie ou les études des politologues affirment que les fascistes purs ont été quelques mecs. Était une dizaine de gars, et donc qu'ils ont convaincu les conservateurs, qu'ils ont convaincu les ouvriers, qu'ils ont convaincu les racistes pour faire quelques trucs, pour faire un nouveau, pour avoir une conquête du pouvoir, pour organiser un parti fasciste. D'accord.
Pour moi, cette thèse est un peu ridicule parce que, par exemple, c'est la même chose qu'on peut dire. D'accord, si les fascistes, dans les années 30-40, on était seulement 10, 20, ou une poignée de fascistes, pourquoi on applique pourquoi personne applique cette même thèse ou ce même raisonnement au communisme? Le communisme est une culture politique qu'il y a des dissidents, où il y a des ascisions, où il y a des hétérodoxes, où il y a des purgés. Mais tous sont des communistes. Et tout le monde analyse les groupes, les factions, en les considérant des communistes. Mais ça n'arrive pas au fascisme. On analyse, par exemple, si on veut employer les vocabulaires historiographiques, on parle des nationalistes réactionnaires, on parle des conservateurs déçus, on parle de la genèse violente, des nouvelles générations, des fascistes, des arditi, mais bon, mais tout ça, il y a différents groupes. Mais cette analyse seulement arrive quand on analyse les fascismes. Avec cette petite introduction, je vais arriver à répondre à votre question, Mireille, parce que si on a cette point de vue où l'extrême droite est si classée, et assez classée, donc comment on peut comprendre ce qui se passe aujourd'hui à l'extrême droite s'il n'y a pas une continuité de culture politique? Si on, par exemple, pour faire une analogie actuelle, on parle aussi du Covid. Il y a un virus. Mais pour faire la comparaison, maintenant, il y a l'idée dans l'historiographie, une idée majoritaire et très partagée, que par exemple, pense que l'Omicron et Delta, donc, sont des virus différents parce qu'ils ne sont pas la même chose. Et parce que, comme ils ont une concurrence évidente pour avoir une reproduction, ils sont des choses différentes, ils sont des projets différents. Le projet Omicron et le projet Delta. Donc, le coronavirus, à la fin, est seulement une architecture théorique, vide de contenu, dépourvue de contenu. Donc, pour comprendre vraiment tout le lépénisme de Marine Le Pen, pour bien comprendre ce qui se passe à Perpignan, pour avoir quelques idées sur Philippot, il faut avoir une idée, je pense, bien enracinée de la culture politique française de la fin du 19e siècle jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Je pense, selon mon point de vue, Marine Le Pen et le Front National, difficilement on peut les classer comme des fascistes. Même Philippot, je pense qu'il n'est pas, excusez-moi, même Philippot, je pense qu'il n'est pas fasciste. Mais s'ils ne sont pas fascistes, comment les définir? Donc, vraiment, l'historiographie ou les Sciences Po ont vraiment des difficultés pour les classer. Parce qu'il n'y a pas une architecture vraiment solide pour avoir des arguments, pour avoir des évidences, pour réfléchir sur le présent. Et ça seulement arrive avec la culture politique de la contre-révolution d'où le fascisme fait partie. Par exemple, si on pense, par exemple, j'ai posé l'exemple du communisme, on peut arriver à la même conclusion avec le libéralisme. On connaît bien qu'il y a des progressistes, on connaît bien qu'il y a des néoconservateurs, ou il y a des néolibéraux, pardon, mais il y a aussi une cohérence théorique.
les historiens connaissent bien. Mais en revanche, pour étudier les fascismes, ou pour même le fascisme ou l'extrême droite, il y a beaucoup de vides théoriques de l'origine. Seulement, par exemple, ici encore, il y a 2 mois, j'écoutais quelqu'un qui a voulu appliquer la thèse de René Raymond pour exprimer ce qui se passe à l'Espagne du XXe siècle. C'est un bordel si on applique la thèse de Raymond en Espagne, dans la pensée de l'extrême droite espagnole. Donc, nous sommes ici les historiens de l'extrême droite ou de la culture politique antilibérale. On se trouve un peu seul et un peu isolé aussi, parce que c'est très difficile de faire d'une histoire des idées politiques, parce qu'il y a ce que Sternel a dit en cluster. Sternel a défini les Sciences Po de Paris comme un cluster, comme une société secrète qui ne veut vraiment étudier les fascismes parce que c'est un embarras national. Et ça arrive aussi en Italie, ça arrive aussi en Allemagne, ça arrive aussi en Espagne. Parler de fascisme et surtout l'inscrire dans l'extrême droite implique surtout que toute la droite peut être contagiée ou contaminée de fascisme. Donc, c'est très facile de dire non, je suis de droite, mais d'une culture politique libérale. Je suis de droite, mais conservateur. Rien à voir avec le fascisme. Désolé, il y a aussi des passerelles notoires et que je pense que sont très évidentes. Donc, peut-être c'est une manière un peu justificative d'autoexculpation, de dire, bon, le fascisme, c'est là, nous sommes la droite conservatrice ou la droite néolibérale ou même réactionnaire, mais pas fasciste. Bon, je pense que peut-être ça a été une réponse un peu lourde, désolé, mais je pense que je pense que j'ai exprimé un peu l'idée centrale de mon discours pour vous répondre, Mireille. Oui, sur cette question, avant de passer la parole à M. Vidalvi, je vous rappelle seulement que lycée je remercie à Anna Ortiz qui a proposé ce sujet d'aujourd'hui et a proposé au monsieur Pubil pour faire cette conférence d'aujourd'hui. Mais en plus, c'est intéressant, on a trouvé très intéressant le rapport entre cette conférence-là et la conférence que monsieur Pascal Rioux devait faire il y a 2 semaines, mais qu'il n'a pas pu finalement, et il la fera en principe le 16 février. Je vous le note ici sur le chat parce que, Joanne, je crois que ce serait très intéressant pour aborder ce sujet dont Mireille Bichabila t'a posé la question, que c'est la situation actuelle et quel rapport il y a entre le fascisme d'il y a un siècle et cette montée de l'extrême droite, du populisme, s'il y a un rapport ou pas. Bon, et je crois que ce débat va être très intéressant si tu peux être ce jour-là, de cette conférence du professeur Rioux du lycée des Nantes. Ce sera très intéressant aussi pour voir non, ces 2 points de vue, ou le même, je ne sais pas, non, parce qu'on ne sait pas quel sera son point de vue. Excusez-moi, monsieur Vidalvi, que vous avez levé la main pour poser une question. J'espère qu'on m'écoute. On m'écoute? Oui. D'accord. C'était pour demander à Joanne. Moi, j'avais l'idée de ce fascisme nouveau, moderne, qui est une chose moderne pour l'époque, c'est-à-dire la création de Benito Mussolini. C'est évident qu'il va changer absolument tout. Et en plus, il n'a pas une Bible pour suivre le reste des mouvements qui vont sortir. Alors, chacun fait une interprétation personnelle, on peut dire, non? Et quand je vois, par exemple, la question du faisceau,
je vois qu'il y a des personnages très différents, des Dreyfusards, des anti-Dreyfusards, des gens qui viennent du socialisme, des gens qui viennent du poujadisme, il y a un peu de tout. La question, c'est ça, comment ils vont se trouver dedans de cette organisation, des gens si différents. C'est une chose que je ne comprends pas. Parce que, mais dans le fascisme italien, je pense que c'est la même chose. Mais c'est évident qu'il y a l'après-guerre qui marque tout. Et le nationalisme, c'est celui qui fait augmenter la force du fascisme dans les différents pays. Je vous donne la parole. Vous savez plus que moi. Merci pour la question. Vraiment, pour moi, ça a été une question très importante pour ma recherche, de bien répondre comment on peut se trouver, on peut se mélanger là-dedans. Donc, la réponse que j'ai trouvée, ou que j'ai trouvée, c'est qu'on doit examiner la pensée anti-moderne. Il y a des gens qui sont déçus à gauche, qui sont écourés à droite, des républicains dégoûtés. Donc, les fascismes, comme avec cette volonté de devenir un mouvement de masse, a touché tout. Donc, avec des slogans ou avec des devises, je pense qu'un peu généraliste, mais aussi précise. Il a su dire tout ce que les déçus pensaient. Par exemple, c'est vrai qu'il y a eu dans le fascisme des gros bourgeois, des profiteurs de guerre, des plutocrates, mais aussi il y a eu des syndicalistes, des anciens socialistes, des énervés du communisme. Et je pense que les minimums communs de diviseurs pour faire un truc mathématique, c'est l'antimodernité. C'est la pensée antimoderne. Et il faut, je pense, avant de construire des théories, avant de vouloir donner des réponses magnifiques et générales sur un phénomène, un phénomène historique comme le fascisme, on doit aussi aller à l'individu. Ça veut dire avoir vraiment une perspective presque biographique de tous ces agents historiques qui ont formé un mouvement fasciste, communiste, socialiste. Donc, je pense et je défends qu'avant de construire une maison théorique, il faut vraiment avoir les matériaux concrets, avoir des évidences. Par exemple, Valois, peut-être, il est représentatif parce qu'il était le chef et le fondateur du premier mouvement fasciste en France, mais il y a aussi une panoplie de gens qui méritent une biographie et la biographie duquel peuvent nous aider mieux à connaître vraiment la nature du fascisme. Je pense par exemple à Hubert Bourgeon, un républicain dreyfusard, promoteur d'une ligue civique républicaine, humanitariste, internationaliste, qui a fini pour être la main droite de Georges Valor-Fesso, ou par exemple l'ancienne maire communiste du Périgord, Marcel Delarange, qui a été en charge de la publicité au mouvement ouvrier. Donc, bon, il y a beaucoup d'itinéraires, il y a beaucoup de voies pour aller au fascisme. Et c'est, je pense, la question la plus importante à retenir. Parce que pour être fasciste, c'est très facile. Il faut être seulement anti-moderne, avoir une haine profonde et viscérale sur le présent, ça veut dire sur
sur les mondes de la haute finance, sur la politicaillerie du régime, avoir un déroute pour les modèles sociaux, avec de la peur à la prolétarisation. Donc, vraiment, le problème du fascisme, c'est qu'il montre que pour être qu'il n'y a pas de difficultés, il n'y a pas d'obstacle réel pour être, excusez-moi, aujourd'hui, pour être d'extrême droite et fasciste. Donc, c'est bien sûr qu'il y a eu vraiment, on peut dire qu'il y a des fascistes de gauche. Ces mythes du fascisme de gauche, peut-être cachent aussi l'idée que, bref, le fascisme est un mouvement de masse, un mouvement populiste qui a une volonté et l'ambition de représenter au sein même du mouvement toute la nation. Donc, pour représenter vraiment toute la nation, il faut avoir des riches, des pauvres, des syndicalistes, des corporativistes, des chrétiens, des gens laïcs. Donc, vraiment, c'est comme, on peut voir aussi la même chose dans les mouvements néopopulistes actuels. Il y a des anti-vax, il y a des anti-globalistes, il y a des gens qui ont une longue militance à l'extrême gauche, il y a des ethno-nationalistes de l'extrême droite. Donc, il y a un mélange assez grand pour surtout qui nous aide, je pense, à voir les périls réels qu'il y a le néopopulisme et la facilité aussi pour être donc dérouté et choisir un choix, par exemple, aussi pénible que le fascisme, on peut dire. Je ne sais pas si je vous ai donné une réponse satisfaisante. La question du modernisme, c'est ce qui reste pas clair. Anti-modernisme, pardon. Oui. Pas le modernisme. Il y a la question, c'est évident que le modernisme, mais il est aussi dans le fascisme. Et la question de la gauche et de la droite du fascisme, je ne sais pas. Ici, par exemple, en Espagne, quand on voit un Ramiro Ledesma à côté de José Antonio, c'est pas la même chose. Alors, ce sont des choses qui me restent avec des doutes. D'accord. Si on veut faire, par exemple, l'analogie avec Ramiro Ledesma Ramos et José Antonio, on peut dire aussi qu'ils ont des parcours si différents. José Antonio, il a commencé son parcours intellectuel dans le traditionnalisme, dans l'intégrisme catholique. Au contraire, Ramiro Ledesma Ramos, il a été accusé d'être un anticlérical, d'être laïque à la fin. Mais bon, comment ils se trouvent et ils se retrouvent, et même pas avec José Antonio, mais avant avec Onésimo Redondo. Comment Onésimo Redondo et Ramiro Ledesma Ramos finissent pour construire les ronds. Donc, on trouve ici, je pense que la réponse est de voir l'antimodernité, un dégoût contre les systèmes ou l'ordre capitaliste, un dégoût pour les régimes bourgeois, un dégoût pour l'idée de représentation, un dégoût pour les processus de sécularisation. Donc, il y a beaucoup de processus historiques ouverts après la Révolution française qui font que des cultures politiques ou des traditions politiques peut-être opposées mais pas confrontées peuvent aux années 20 et aux années 30 après la Grande Guerre s'y trouver. Parce que finalement, on peut voir ici, c'est la même chose que j'ai voulu exprimer avant, comment les mouvements néopopulistes ont une représentation si bizarre des gens là. Et je pense que l'antimodernité
peut-être on doit chercher un autre mot. Mais pour la pensée anti-moderne, je veux dire que c'est par exemple c'est tous les dégoûts, c'est le refus viscéral, c'est la haine profonde au régime, au système libéral capitaliste, ou dans une conjoncture ou une structure historique de crise. De crise signifie pauvreté, signifie prolétarisation, signifie banqueroute de la politique, signifie mécontentement social. Bon, ce sont beaucoup de malaise, ou des gens que, par exemple, peuvent être très focalisés ou préoccupés pour la religion, pour la perte de la foi dans la société, peuvent se trouver avec quelqu'un qui est très militariste, et aller ensemble à chercher quelqu'un qui a été aussi toute la vie un pauvre syndicaliste, qui a été déçu pour les démarreurs, pour les députés, pour les syndicats en général, et aller les trois à fonder un parti, par exemple. Donc, il y a un anticapitaliste, il y a un religieux, un catholique, et il y a un militariste xénophobe ou très conservateur. Donc, trois typologies pour fonder un parti ou pour fonder un mouvement. Et je pense que cette perspective si attendue, pas restrictive, nous aide vraiment à valoriser surtout ce qui signifie la culture politique antilibérale, et voir aussi qu'elle a une dynamique et une évolution. Surtout parce que, par exemple, quand on analyse l'extrême droite, a aussi des images, des choses solides, et qui nous laissent voir aussi des évolutions. Par exemple, on peut exprimer parfaitement la montée du socialisme ou de l'obrérisme en France, en Espagne, en Italie. Il y a aussi des livres pour exprimer les premiers syndicats, les premiers députés, l'arrivée de Marx, la réception de n'importe qui. Mais en revanche, il y a vraiment des difficultés pour avoir un livre qui raconte l'évolution de la droite. Les livres ou les manuels sont aussi formés pour des images. Un chapitre pour par exemple, si on parle ici en Espagne, un chapitre pour les légitimistes carlins, un autre pour les fascistes, après un autre pour les catholiques, un autre pour les nationalistes, comme si personne fut nationaliste, en exception des nationalistes. Bon, donc d'accord. Mais bon, ce sont il manque, il y a une absence de périodisation. Et je pense que cette cohérence, cette fluidité se trouve dans ce que j'appelle la pensée antimoderne, qui nous aide à voir des différences, mais aussi des convergences, mais aussi des débats et des discussions dans une culture politique qui est homogène, même comme on peut dire qu'il n'est pas homogène la culture politique communiste ou la culture politique socialiste ou même libérale. Je crois que M. Rivas a levé la main. Je ne sais pas si Andrea Peña, si vous voulez dire quelque chose avant, ou il m'a semblé seulement. Mais Michael. Merci. Bonjour, Joan. Merci de votre conférence. J'aimerais savoir, d'après vous, si l'antimodernité actuelle d'Éric Zemmour, à votre avis, c'est réel ou c'est un discours tactique? Bonne question. Éric Zemmour, bon. Je pense que cette antimodernité, tous ces dégoûts est réel, vraiment. Il y a aussi une anecdote presque actuelle qui, je pense que vraiment,
pour faire un petit avant-propos avant de répondre à votre question, je veux par exemple souligner que pour avoir des déçus et pour avoir des gens déroutés, il faut avoir un système politique ou un régime politique avec des fautes. Il faut avoir des causes. Il y a des causes au dérout. Par exemple, vraiment, si on veut parler de la France actuelle, bien sûr, il y a cette anecdote des amours presque actuels d'une jeune fille arabe qui s'est dévoilée en face de l'examen et une amie lui a fait une photo qui a mis en Facebook ou Instagram, je ne sais pas. Et après, cette jeune fille arabe a reçu un var d'haine des secteurs musulmans. Éric Zemmour a conclu que bon, allez jouer à vous dévoiler parce que j'ai raison. J'ai raison. La haine de votre voisin arabe, de votre grand-père arabe, de tous ces gens ici en Instagram ou en Facebook montre bien que j'ai raison, que vous ne pouvez pas être libre parce qu'il y a des restrictions dans le monde musulman qui vous empêchent de faire ça sans avoir des conséquences ou des diatribes, pour dire ça. Et j'ai pense que cette pensée est très diabolique. J'ai pensé, mais c'est réel. Il y a des évidences empiriques qu'on peut dire qu'on peut penser avec cette anecdote qu'Éric Zemmour a raison. Et peut-être, je vais souligner ça, mais je vais souligner ça pour stimuler les débats. Peut-être Éric Zemmour, dans ces cas, a raison. Parce que si on fait la réflexion, vraiment, et je pense que cette idée peut aider à comprendre bien la montée de Marine Le Pen aux élections il y a quelques années. Marine Le Pen a un programme politique vraiment pénible. Elle ne dit rien. Mais tout ce qu'ils disent, ce sont des choses que les gens peuvent voir, que les gens peuvent comprendre. Par exemple, quand elle a fait un discours, je pense, un discours à une banlieue parisienne, elle a dit d'accord, bon, oui, vous, pour un Français moyenne, vous serez toujours des Algériens, des Tunisiens de 5e, 4e, 10e génération. Bon, vous pouvez être des Arabes ou des musulmans de 5e génération ou être français. Comment être français, vraiment? Donc, faire des choses qui ont fait les Français toute la vie. Bon, cette dichotomie, cette notion presque chauviniste, vraiment, ouvre la porte vraiment à réfléchir sur les points obscurs ou les trous noirs vraiment de la société occidentale. Il faut toute cette réaction néopopulisme comme le fascisme nous aide à réfléchir qu'il y a quelque chose qui cloche, que les discours du progrès, de que la société, je pense que Victor Hugo a dit que la société a une pente sur l'avenir merveilleuse, ça n'existe pas. Et ça n'existait jamais. Donc, avoir je pense, cette rhétorique, ces discours victorieux du modèle de la société occidentale, la société modélique, la société qu'il faut tout le monde bien copier.
c'est aussi un péril, même pour la société occidentale. Donc, Marine Le Pen, Éric Zemmour, je pense que quand ils, surtout Éric Zemmour, parce qu'Éric Zemmour a une vocation de polémiste, bon, de tuer les pères, d'épater les bourgeois, évident. Mais vraiment, quand ils parlent, ils parlent non seulement avec des sentiments, et, la France éternelle, la grandeur, ce sont des choses, bon, ce sont des causes démodées. Mais vraiment, quand ils parlent, ils mettent les doigts sur des questions qui personne veut parler. Et que les choses ou l'avenir, Éric Zemmour, Marine Le Pen, Farage, Abascal, n'importe qui, avoir l'avenir du anti- ou non-conformisme, de faire tous ces gens les champions de la cause occidentale ou de la société moderne, pour dire ça, je n'aime pas ce concept de la société occidentale, des sociétés modernes, c'est un défaut des autres partis, c'est un défaut de la société civile, mais aussi c'est un défaut de la politisation et des structures citoyennes, je pense. Parce qu'il y a des sujets, comment la question de l'immigration, la question des frontières, sont des sujets très importants pour un État-nation ou pour un État en général, pour les modes de vivre. Mais pourquoi personne à Roche veut examiner vraiment ces débats? Il y a une peur, il y a une crainte, je pense, à discuter ouvertement des sujets à cause d'une mentalité peut-être bien pensante de penser, bon, les progrès, c'est ça, nous sommes ravis d'être ici. Bon, nous sommes aussi, et je pense que c'est une mentalité aussi un peu classiste, et bien sûr, même xénophobe, pour dire, bon, nous sommes occidentaux, nous sommes ici, il y a des gens qui n'ont pas, la sorte d'être comme nous, donc nous devons être un peu paternalistes. Et c'est ça que Marine Le Pen ou Éric Zemmour plus concrètement attaquent. Et s'attaquent bien parce qu'ils se mettent au pilori tout cet bonheur, toute cette idée optimiste de la société humaine. Donc, bon, je pense que vraiment les périls, est-ce qu'on laisse au plus inconscient les sujets les plus humains ou les plus importants pour la société. Parce qu'un inconscient est une personne qui vraiment a d'une identité politique. On pense qu'à Pascal ou tout ça, ce sont des gens qui arrivent là et font un discours bon pour les stupides, mais vraiment, ils ont vraiment une idée et une identité politique, bien sûr. Et ils jouent avec cette identité politique pour détruire des conquêtes sociales qui ont fait des générations là. Donc, je pense que c'est une vraie menace, tout ça. Et Éric Zemmour, par exemple, je pense que Éric Zemmour, il est là précisément pour dire aux Français, d'accord, je suis français comme vous, mais je n'aime pas cette France. Ma France est une France différente et une France qui a vraiment pas de l'hypocrisie. Zemmour toujours parle de l'hypocrisie ou du cynisme de la classe politique. Je pense que c'était très, très, très dangereux, les Zemmour ou à Pascal ou à Farage, ce type de discours. Et les monopoles des questions importantes, je pense. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non.
Anna, je sais pas. Anna? Anna Ortiz? Sí, sóc aquí. Bé, em sembla que no sé si hi ha més preguntes, però si no, jo ara pararia de l'enregistrament, si us sembla, d'acord? I aquesta setmana hi ha una altra sessió d'història, dijous, a saber, us enviarem l'enllaç, i us emplaço, de fet, Joan, el que deia, no? Que el dia del professor Riu seria interessant, no? De contrastar la situació actual, no? Amb la mateixa, a veure, no? La temàtica que es toca i que és tan, malauradament tan actual, però que és interessant d'analitzar de la mà de dos especialistes com vosaltres. Perfecte, moltes gràcies. Doncs ja intentaré poder-me connectar i gràcies a tots per les preguntes. A vegades dono moltes voltes, però perquè vull que la idea quedi clara, no? Perquè també són qüestions molt complicades i a vegades respondre-les amb un sí o no i una explicació amb una casuística, doncs no? I precisament també amb això, amb la meva tesi, amb la meva recerca, el que intento precisament és intentar sintetitzar, arribar a una conclusió, però havent passat pel sedàs de moltes evidències, de moltes experiències, sobretot personals, de contrastar també què passava en altres països. Esclar, per comprendre, per exemple, com el que és clar, Georges Valois, per comprendre Georges Valois, ja hi ha dues biografies, de fet, de Georges Valois. I cadascuna de les dues biografies, la de Guixet i la de Douglas, abans de la meva, són així, vull dir, tenen 300 o 400 pàgines. Però clar, una parla d'uns aspectes, l'altra parla d'uns altres, sí que hi ha una comunicació connotant, però tampoc donen resposta, diguéssim, que el meu objectiu era plantejar-me precisament no tant la biografia de Valois, que com ja dic, ja hi ha dues biografies, sinó veure precisament i donar resposta a unes problemàtiques que venen, que són, que nosaltres ens hi trobem, no? Que són aquestes de la crisi de la modernitat. La modernitat i la seva crisi. I com nosaltres fa poc, el 2008, hem vist una altra crisi de la modernitat, ja podia ser l'enèsima crisi de la modernitat. Ja estem veient, d'aquesta crisi del 2008, ara estem veient a tot el que està portant. Doncs, de la mateixa manera, per comprendre com és el feixisme francès, de Georges Valois, jo, si us heu fixat, el meu discurs ha parat al 28, que és quan el parit feixista, el FSO, ja es desmunta, ja implosiona i ja no existeix. Però que després dels anys 30 hi ha més lligues que reivindiquen feixistes, moltes més a França. Però per comprendre les dels anys 30 cal comprendre la que hi havia abans, que és el FSO. Però per comprendre el FSO s'ha de veure l'itinerari del seu fundador. I per saber ben bé què és el feixisme als anys 20 a França, no només cal saber Valois, sinó, com he dit, cal saber qui era Marcel de Lagrange, que és l'antic alcalde comunista del Périgueux, cal saber qui era Hubert Goujon, cal veure què fa Lagardelle. Hi ha moltes coses que cal saber per arribar a aquesta conclusió, diguéssim, de l'antimodernitat, que és el que jo penso que és el que, doncs, és aquest odi, aquesta repulsió, aquesta decepció, no? Són diferents, tot això que estem parlant són sentiments, no? Són emocions que a unes persones els hi poden afectar o altres no, però com, en aquest cas, com el problema és que eren emocions de fets reals, no eren invencions de gent amb mania persecutòria, de gent que veia complots. És el mateix, diguéssim, que això que us he explicat d'Éric Zemmour, doncs, aplicat als anys 20. I el problema, precisament, i ells quan parlaven, per això que donaven uns eslògans o unes divises molt generals, però també molt específiques, que és perquè ells ja sabien com adreçar-se als obrers, com adreçar-se als patrons, com adreçar-se a les classes mitges, perquè la gran part d'aquests quadres, dirigents del feixisme, era obrera, havia sigut capitalista, havia sigut empresari d'una mitjana empresa, havia sigut republicana, havia participat el 1910 en unes eleccions i sabia el pa que s'hi donava allà amb les candidatures. Vull dir, clar, no parlàvem per parlar,
I una cosa molts cops és quan s'analitzen els discursos, una cosa és analitzar els discursos i l'altra doncs, és veure que hi havia unes causes i veure el feixisme com els efectes. Perquè el problema, jo penso que el més perillós de tot, el problema greu, és que perquè hi hagi feixistes hi ha d'haver unes causes que fan perquè surtin, no? Feixistes o decepcionats o, diguéssim, o revoltats amb el statu quo, no? Perquè això, i clar, jo penso que, diguéssim, el cas del feixisme o d'ara del neopopulisme o com es diu ara postfeixisme, precisament el que ens avisa o ens posa en alerta és que hem de veure què és el que falla de les societats actuals per poder-ho corregir. Perquè si deixem, com dic, que agafin la bandera o la causa aquesta gent, és després quan passen coses dolentes, no? En general per tothom i pel bé comú. Era això que volia subratllar. Tu mateix, Anna. Molt bé, doncs si us sembla ho podem deixar aquí. Queden 3 minuts. Encara hi hauria temps per allò una pregunta ràpida. No? Bueno, sí, ho sento. Jo és que m'he quedat amb les ganes. Ara, escoltant-ho una altra vegada, me fas pensar molt amb el... I ho sento perquè no tinc ni la meitat de coneixements per poder... Però me fa pensar molt amb el pensament individual contra el social, jo moltes vegades. Jo no sé si quan has escrit i has mirat la línia o escoltes l'Abascal o escoltes el Zemmour i van contra aquesta conquesta social que ha adquirit la nostra societat, si de vegades hi ha aquí un dualisme entre valors individuals i col·lectius. No sé si estic pixant fora de test. No, està bé, però perquè ells, aquests valors, ells no... Això també penso que per això és important, no? Tenir uns bons coneixements o unes bases sòlides, uns llocs on poder-te apoyar i recolzar del pensament, diguéssim, de l'extrema dreta, ja des del 19 fins a l'actualitat, perquè tot això ja es veu, és el debat de que ells en diuen la comunitat, no? D'aquesta identitat comunitària, ells no en diuen social, ells en diuen comunitària o comunitarista, i ells fan passar precisament, ells ataquen els que es diuen, ells ataquen a l'esquerra, i a l'esquerra, diguéssim, que serien els defensors de valors socials, no grupals, o col·lectius, de valors col·lectius, i es ataquen també els de la dreta per ser els valors individualistes, i ells oposen a aquestes dues visions la idea de comunitat. Això els permet, quan tenen a davant en un cara a cara o algú que es digui que defensa els valors individuals, i diuen, veus, l'egoisme, els retreuen l'egoisme, la mesquinesa de fer passar la teva experiència per general, no tens en compte, doncs, la comunitat, que això són diferents persones, ets un classista perquè no penses, tu enfoques no la vida de França, no? O la vida de l'Estat, no des de la perspectiva d'una comunitat de que són diferents membres, sinó que intentes fer passar la teva veu com a superior o la teva experiència com a modèlica, i en canvi quan tenen gent de l'esquerra, els debats sobretot amb la gent que hi ha hagut de la CGT o de moviments socials de base, els diuen, sí, això de la classe i dels col·lectius està molt bé, però la classe és una classe i la nació francesa n'hi ha més d'una. Tu fas passar la classe com un nou subjecte, que és el mateix, tu dius, clar, perquè si després tu deixes que la classe és un subjecte, després et ve l'empresari i et diu, no, la meva classe té altres coses. I hi ha enfrontament. La qual cosa vosaltres, els socialistes, els col·lectivistes o els anarcosindicalistes, sou igual d'egoistes que els patrons. Per què vols tenir raó? Perquè ells també tenen un col·lectiu. I amb aquest discurs, diguéssim, de la comunitat, suposen tant els individualistes com, diguéssim, els que tenen una idea de valors col·lectius. Perquè sempre pensen, i això el feixisme també es veu molt, i no només del feixisme, sinó que el feixisme precisament veu d'aquesta idea contrarevolucionària de la comunitat, no? De pensar, d'intentar harmonitzar les classes amb un bé comú sense que això anorreï o asfixiï
doncs, la inventiva o la capacitat individual de cada individu de poder fer la seva el millor possible dintre d'uns engranatges socials. Seria. I això, per exemple, s'ha vist ara, si heu seguit el tema d'aquest de l'expulsió d'en Djokovic d'Open d'Austràlia, aquí hi ha hagut uns debats, si heu seguit, per exemple, el Twitter, és molt clar, de gent d'extrema esquerra que defensava que ja no havia d'haver entrat, gent d'extrema esquerra defensant que no s'hauria d'haver de portar, gent d'extrema dreta defensant que no s'hauria... Bé, les opinions són tan caleidoscòpiques perquè realment, i tot això com pot ser que un tio d'extrema dreta o un tio d'extrema esquerra no siguin coherents, no? I aquí entra precisament, jo penso, aquest pensament antimodern, perquè cal analitzar qui és realment i les motivacions que porten a dir això. No? Hi ha gent que, per exemple, això a la història ha passat, i a la història recent encara hi ha aquests exemples, no? De gent que estava a l'esquerra, després està a la dreta, diu el mateix i no té cap vergonya de fer el salt, o gent de la dreta que va a l'esquerra i diu el mateix i no se senten realment com camaleons o mercenaris, sinó perquè poden fer el salt, perquè tota la vida han estat antimoderns, no? Han estat un odi a unes certes coses que els permet estar a l'esquerra o a la dreta, que no els importa perquè el que són antimoderns. I sempre tota la vida han defensat una comunitat, han defensat el mateix, però amb diferent camisa. I realment que hi hagi gent que pugui fer això és simptomàtica de que alguna cosa no s'està fent bé. I aquí, diguéssim, és un punt de la tesi que també he volgut realçar i per atacar aquesta visió, i jo penso que també això entronca amb la primera part que us he fet a l'exposició, que és d'aquesta idea tan simplista i tan cofoia de René Raymond de tres dretes, l'al·lèrgia, la immunitat. França ha estat sempre una llarga tradició democràtica, aquí no passa res, padidim patatam, això és estranger. I quan es té aquesta mentalitat, malament, perquè et passen coses i no les veus venir. Com que no les veus venir, és impossible de trobar-hi solució. Moltes gràcies. He entès millor l'antimodernisme, crec, ara. Gràcies. Molt bé, doncs ho podem deixar aquí, si us sembla bé. Moltes gràcies, Joan. Però la Mireia ha aixecat la mà, em sembla. Per dia 10, em sembla, o no? Vale, per dia 10, vale. No sé, No, perquè, perdoneu, però és que com que ja hi haurà una altra sessió, potser en continuarem parlant. Donant voltes a l'origen del feixisme a França o d'aquestes actituds, clar, hi ha dues coses que a mi sempre m'han sorprès. I és la seva capacitat per negar que ho són. És un estat que, a diferència de l'alemany, l'italià, l'espanyol, amaguen o que tots identifiquem, no? I això m'ha portat a anar-ho analitzant i penso que potser una de les raons, si tu anaves apuntant, és en l'atac més identitari. I l'atac més identitari a França és en les tres potes de la república. O sigui, és en la llibertat, en la igualtat i la fraternitat. Llavors, els francesos, aquesta és la raó de ser francesa. I un francès, quan ha donat llibertat a una persona estrangera per triar i no ha acceptat aquesta llibertat o no ha acceptat aquesta igualtat, perquè sóc jo que t'estic dient quina és la teva llibertat i quina és la teva igualtat, perquè són les bases de la república. I quan l'estranger no ho accepta és quan el jacobinisme o quan el xovinisme i quan el feixisme entra en joc. O sigui, jo crec que és més una defensa a un atac nuclear a l'essència de ser francesa, a la raó de ser francesa. I no s'ho reconeixen, no s'ho saben reconèixer, de cap de les maneres. Llavors, jo crec que tenen un problema enorme, perquè si reconeguessin això no hi hauria cap problema. Per què accepten un musulmà i la religió, però no accepten que un marroquí no se senti francès? Aquesta és la raó de ser. Aquest és el problema.
I això tant ho fa un de dretes com un d'esquerres, com un modern o un no modern, és igual. I crec que la raó, o almenys una de les raons, podria ser en aquest atac directe a... Jo t'estic donant una cosa que és amb el que hem revolucionat la història de la humanitat. I quan algú, sigui a nivell cultural o sigui a nivell individual o a nivell col·lectiu, no accepta la llibertat que França diu, la igualtat que França diu i la fraternitat que França diu, és llavors quan se l'ataca directament i surt aquesta bel·licositat i, evidentment, aquest feixisme. Jo, no sé, a vegades ho interpreto així, però no sé. Això hi ha un sociòleg que es diu Pierre Taguieff, que ho ha tractat, diguéssim, d'aquest feixisme dels antifeixistes, en el cas francès, i que parteix d'una idea mal entesa o d'una idea patrimonial de l'estat de raó francesa jacobina, que només hi ha una manera de ser francesa. I aquesta, només hi ha una idea de ser francesa, s'ha radicalitzat molt, sobretot si a la història política de les idees de França s'ha vist molt a partir del degaullisme. Amb el gaullisme i després amb la seva reacció encara més creixent del puigdemont, s'ha vist clarament que hi ha com una por realment a trencar amb un passat que realment no és tan lluminós com te'l volen presentar. Això no ho dic jo, i això no és nou. Això hi ha molts estudis de francesos, historiadors, sociòlegs, politòlegs que han treballat, diguéssim, dels punts foscos de la història aquesta del progrés i que han posat en dubte la narrativa del progrés. Però aquí un altre cop som en aquest terreny de quines realment les aportacions o quina capacitat té de permeabilitzar unes recerques, o que fa una recerca sobre això, i que arribi al polític o que el polític les transmeti o que arribi a la ciutadania. Clar, de recerques n'hi ha moltes. Però després, clar, un altre cop estem amb el tema això que he dit d'en Valois, de com es fan els manuals. Els manuals escolars, quina mena d'història s'ensenya, realment si hi ha una idea, quina idea de politització es fa, quins són els mecanismes que la gent té, la ciutadania té de polititzar-se. Potser avui dia, clar, amb tot això de les xarxes socials, a les xarxes socials et trobes l'exemple de l'Examor, i l'Examor, us asseguro jo que el segueixo bastant, és molt convincent. És molt convincent perquè el que diu, el que diu és empíric, tu pots comprovar. No et parlen del progrés, que som la millor democràcia homologada del món, la millor sanitat, el millor no sé què. No parla de coses intangibles, que bufa el vent i cau la casa, no? Diguéssim, ells no et parlen d'abstraccions ni metafísiques, no et diran mai la llibertat individual és un valor, no, això no els importa a ells. El que els importa són les contradiccions. I com que n'hi ha moltes, perquè hi ha un problema d'això que deia un altre Yves Meny, Yves Meny deia que això és la democràcia imperfecta. La democràcia és imperfecta. I com que és imperfecta, doncs hem de saber conviure amb això. I no fer-nos pel·lícules que vivim en el millor dels mons possibles, perquè és que sí que potser hi vivim, però no és una idea d'aquesta mítica d'un paradís terrenal. Però que hi ha també hi ha aquesta cosa aquí hi ha una altra hipòtesi, que és del nacionalisme banal, el nacionalisme constitucional, a tots els agrada viure el país i la Constitució és com un text sagrat, i a qualsevol país, no només aquí, tothom li agrada, doncs, pensar que la seva Constitució és la millor del món, no? La Carta Magna és la millor dels mons, jo tinc els més drets, el meu país està molt bé, jo no soc nacionalista, però soc patriota perquè aquí el meu país mira que bé. Però tot això realment no existeix. Això és fum. Perquè realment tots els sistemes polítics que en base liberal parlamentària / democràtica tenen els mateixos problemes, que és el mateix problema que ja criticaven a finals del XIX, que és el problema de la sobirania i la representació. Com casa la sobirania a la representació.
que és el que va voler avaluar el 1923 amb la campanya dels Estats Generals, fer. Com pot ser que primer de tot, no tothom pot ser polític. Punt 1. Punt 2. Els polítics que hi ha allà realment representen la nació? No. Punt 3. De quina manera es pot participar directament de les decisions de l'Estat? I amb aquests 3 punts, si vas a pensar, dius, hòstia, realment no, a veure, tampoc estem tan bé, no? Diguéssim, en aquest sentit. Però sempre hi haurà una mica de complença en pensar, i això també, i això penso que és el problema de les esquerres, de pensar, bueno, aquests problemes són molt complicats. Millor no obrim melons, perquè, clar, a veure, nosaltres si ens comparem amb Vietnam, o ens comparem amb Tailàndia, o Guatemala, doncs mira, saps què vull dir-te? Tampoc està tan malament. Que si volen venir, que vinguin, i que siguin com nosaltres, o intentem ser que ells siguin com nosaltres. Clar, és que són els altres, són els inconscients que et diuen que això no va bé, que això no va així. No que va bé, no va bé, però que no pot ser així, són els altres que t'ho diuen. I quan deixes que els inconscients tinguin raó, és quan tens un merder de calample, perquè són els únics que toquen uns temes seriosos i el problema amb unes evidències serioses i l'única banda que hi ha dels interlocutors són gent que et repeteix que si la democràcia és la millor dels mons possibles, que tothom aquí pot estudiar, que si les beques, però això no resol res. Això és xerrameca. I el problema realment és que ho poses, doncs, ells fas que aquesta gent inconscient i que realment n'hi ha que no, però que realment gent amb molt mala fe, que com jo dic sempre, no són pas estúpids i saben molt bé què diuen i saben molt bé què defensen, doncs es posa al capdavant d'unes causes que al final no els hi pertoquen, perquè realment ells no les defensen ni les creuen. Sempre més al capdavant per tirar-les enrere o per fer-les desaparèixer. I això, clar, això també fa poc, això ja acabaré jo també, clar, amb el mur de Trump. Amb Trump, no? El fenomen Trump. Trump semblava el dimoni, te'l van presentar com el dimoni, era una persona inconscient, no? Jo penso que tothom pot estar d'acord que Trump era inconscient, però de la meitat de coses que ha dit no ha fet ni la meitat. Et trobes les concertines a Ceuta i Melilla d'un govern que es diu el més progressista de la història, et trobes després que si Europa les fronteres no sé què i et trobes en Polònia i Bielorússia, i doncs tot això fa que davant d'aquestes evidències i d'aquestes incongruències, doncs aquests sectors que són les úniques veus que tracten uns temes polèmics, els donen arguments per dir que els altres són mentiders, són cínics, són hipòcrites, que no deixen de ser-ho realment. Però el problema és saber per què aquests són cínics i hipòcrites i s'ha d'evitar que ho siguin. Penso més que perquè la pregunta més perquè hi ha feixisme, tal i qual, perquè hi ha feixisme, tal i qual, és evident que alguna cosa falla. Però jo penso que s'ha de lluitar no és contra els que et diuen contra aquesta extrema dreta, sinó evitar que l'extrema dreta creixi donant-li arguments. I és això que penso que precisament aquestes narratives, tipus René Raymond, aquests debats tipus d'això del feixisme, el franquisme era feixistitzat i després el 57 màgicament Falange perd poder i és desarrollista i xupi guai perquè tothom es podia comprar un cotxe, doncs això no serveix de res, perquè a part d'aquella mentida és una deixadesa intel·lectual brutal perquè no es basa en res. Es basa això amb un wishful thinking. I jo penso que són aquest realment, com no només dels historiadors, no, sinó de les ciències socials o humanístiques en general, és aquí, penso, on hi ha realment el debat, si realment el que es vol és tenir fer la recerca per tenir realment una repercussió en la vida, no? En el nostre dia a dia i en la nostra quotidianitat. Molt bé.
Doncs, si us sembla, ho deixem aquí. Donaria per molt, em sembla, però, com Sí. diu el Miquel Àngel, el dia 16 de febrer, oi? Deies que hi havia aquesta conferència? Sí. Doncs allà podeu continuar preguntant i Sí. reflexionant sobre el tema. I jo ja prendràs nota, Joan, per enviar-te l'enllaç, Perfecte, gràcies. Molt bé. Perfecte. Doncs un altre cop, moltes gràcies per deixar-me aquí parlar i explayar-me. Ha estat un plaer i moltes gràcies per la pregunta. Gràcies. Gràcies a tu. Molt bé. Adéu. Adéu. Adéu.